Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct de votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Et ce soir, nous recevrons des membres du syndicat UNSA Police. Ce sera en deuxième partie après la coupure pub de 19, mais pour l'instant place au JT. Au-delà, je dirais. Nous sommes le mardi 5 décembre 2023 et le ministre de l'Éducation nationale a présenté aujourd'hui son plan choc du savoir. Gabriel Attal a donc indiqué que les parents n'auraient plus le dernier mot quant au passage de leurs enfants en seconde. Les collégiens qui n'obtiendront pas leur brevet seront contraints de redoubler. Il supprime également le correctif académique qui venait élever le niveau des notes pour atteindre le meilleur pourcentage de réussite au bac et au brevet. Il a également préconisé de généraliser la méthode Singapour pour l'apprentissage des maths de la primaire au lycée et aussi une mise en place progressive des groupes de niveau au collège en maths et en français. Ça fait partie des quelques mesures qu'il a donc annoncées aujourd'hui. Et la communauté aéroportuaire guadeloupéenne a rendu hommage ce matin à un des siens, Patrick Amable. Une minute de silence a été observée pour ce pilote qui a perdu la vie vendredi lors du crash d'avion entre la Guadeloupe et les Saintes. Un homme apprécié pour son professionnalisme, mais surtout sa joie de vivre et sa gentillesse. Le reportage. Là, je dirais, de la communauté aéroportuaire, toute la Guadeloupe a été choquée par cet accident qui est survenu le 1er décembre et qui a endeuillé notre territoire. Il ne faut pas oublier qu'il y a eu 5 victimes. Mais parmi ces victimes, effectivement, il y a un membre de la communauté aéroportuaire, donc M. Patrick Amable. Et aujourd'hui, c'est l'hommage qu'on a décidé de lui rendre. Énormément d'émotions depuis qu'on sait la nouvelle, depuis vendredi soir. Donc oui, on a le cœur chargé, vraiment tous chargés, parce que c'était une personne qui avait du cœur, il était vraiment généreux par le cœur, donc on ne peut pas être insensible à ce qui lui arrive. Et de plus, c'est quelqu'un qui, partout où il passait, il rigolait, il donnait une blague. Son maître mot, c'était « Comment vas-tu Patrick ?» À merveille. Donc c'est ce qui nous reste à tous à faire, nous porter à merveille en sa mémoire et bien sûr sans oublier les autres victimes du crash. Et on part sur le front social puisque les agents de transport Carulis sont actuellement en grève. Ils demandent de meilleures conditions de travail et le respect du droit syndical. Plus de précisions dans le reportage. Nous sommes actuellement au siège de la STAC, le dépôt principal du réseau STAC, Carulis. Et nous sommes là pour revendiquer plus particulièrement les conditions de travail, dénoncer les conditions de travail qui empirent de jour en jour, d'année en année sur mauvais chemin en fait. Nous essayons de faire au mieux, de faire le service Carulis du mieux que nous pouvons, mais à un moment donné, on n'arrive pas du tout à faire un service correct pour les usagers et pour nous-mêmes. Les camarades ont raison de mobiliser, mais nous avons dit un coup de semonce qu'ils ont fait par rapport à tout ça qu'ils ont subi comme atrocité, comme notamment nous avons un camarade à nous qui élu du personnel, il est agressé par un protégé à la direction. Et ne voilà-t-il pas que la direction fait sanctionner camarade, on a été sanctionné là qui est agressé là. À son premier point, mais c'est normal, il est protégé par la direction et Mounassa. Deuxièmement, c'est les conditions de travail. Les conditions de travail, les camarades décrient au lit, en pays brisé font décès, celle qui nous commandé, c'est font contrôle à l'ensemble des bus. Et nous que vous voyez qu'il y a passé un temps là. Concernant les véhicules qui ont des problèmes de tout ce qui est voyant, EDC, EBS et consorts, on va juste énumérer ces deux-là. En cas d'accident, c'est nous qui sommes responsables au pénal de tout ce qui sera incident ou accident sur la voie publique. Notre responsabilité, je dirais, est engagée. C'est pour ça que nous sommes actuellement debout
pour que nos conditions de travail s'améliorent assez urgemment en fait, pour nous, les usagers et les automobilistes. Nous ne pouvons pas attendre qu'il y ait un accident fait pour que nous viennent contrôler sérieusement les bus. Deuxièmement, les camarades qui travaillent dans des bus qui ont fait plus de 39 degrés sans climatiseur, sans rien, là aussi ça a posé un problème. Et vers d'autres éléments, c'est effectivement les salaires. Les salaires qui, par rapport au coût de la vie, très bas. À chaque NAO, c'est toujours des promesses non tenues. Les NAO, c'est toujours 1,5, 2,5 et encore 2,5, 2,4 pour être précis. À l'heure actuelle, la vie est chère. Tout est cher maintenant, même un bonjour c'est cher. Donc on demande une augmentation salariale afin de vivre et non survivre. Et surtout une reconnaissance parce qu'avec le service que nous fournissons, avec les moyens que nous avons, et même que les moyens que nous n'avons pas, nous réussissons quand même à maintenir le service. Donc voilà les problèmes qui posaient, ni d'autres problèmes, hein, mais c'est trois problèmes majeurs qui posaient. C'est la discrimination au niveau syndical d'entreprise là, c'est les conditions de travail et c'est l'augmentation des salaires. Un reportage signé Michel Depape. En janvier 2021, l'OMCS de Vieux-Fort devenait le centre municipal d'animation de la culture et des sports. Un changement suite à de multiples désaccords entre le président de l'association et le maire, Cléric André. Ce dernier reprochait au gestionnaire de l'ex-OMCS de ne pas respecter les réglementations alors qu'il bénéficiait de centaines de milliers d'euros d'argent public. Des subventions dont l'OMCS a bénéficié plusieurs années, même après sa cessation d'activité. Entre faux en écriture, manque de transparence ou encore prise illégale d'intérêt, la municipalité de Vieux-Fort a décidé de porter plainte. Elle tenait une conférence de presse ce matin. Regardez. La commune de Vieux-Fort a découvert que finalement, dans les municipalités précédentes, il y a eu parfois des grosses embrouilles. Première embrouille, une délibération que l'on transmet en préfecture comme si elle avait été votée, mais en fait, elle n'a pas été votée. Or, dire d'un document qu'il a été pris alors que ce n'est pas vrai, c'est un faux. Premier élément. Deuxième élément, une grande partie des activités de la commune, notamment en matière de petite enfance, etc., étaient gérées par une association, l'OMCS. Ce n'est pas illégal dans le principe. Simplement, dans ce cas-là, l'association, elle doit rendre des comptes. Ah ben, elle ne rendait pas de compte. L'association, elle doit être transparente dans ses achats. Ce n'était pas le cas. Elle ne rendait ni compte et les gens qui s'occupaient de l'association ne sortaient pas de la salle, donc ils étaient côté municipal et côté association. Ça, c'est une infraction, la prise illégale d'intérêt. C'est la même que celle pour Dupond-Moretti d'ailleurs. Et par ailleurs, quand il y a eu donc un ouragan, un cyclone en 2017 et que l'association a cessé ses activités, eh ben, on a continué à financer l'association qui n'avait pas de comptabilité, qui ne rendait pas de compte. On ne sait pas à quoi servait l'argent, donc ça fait craindre le pire, d'où le besoin de déposer plainte. Je n'ai eu de cesse de demander aux personnes responsables de cette situation-là de rendre des comptes dans la clarification des situations, dans leur comportement, dans leurs attitudes. Il s'agit tout simplement pour nous d'avoir des éléments d'appréciation, des justifications de sommes qui ont été allouées par la commune à l'association de l'OMCS et des sommes aussi qui ont été allouées pour pouvoir rendre des missions dans le cadre scolaire et périscolaire par la CAF. Et jusqu'à maintenant, nous en attendons. Alors aujourd'hui, nous sommes dans un contexte où nous faisons des bilans, mais ça fait partie aussi des bilans que nous devons avoir. Et nous estimons qu'il est nécessaire de chercher tous les moyens, et notamment par la procédure que nous entamons, pour obtenir ces informations qui ne nous parviennent pas, malgré tous les rappels que nous pouvons faire, même en conseil municipal. Et maintenant, nous parlons de la Journée internationale des personnes handicapées. Et à cet effet, je reçois M. Bernie Vuillemin du mouvement citoyen handicapé de Guadeloupe. Bonsoir Bernie. Bonsoir Monsieur Luce. Et nous avons également M. Élaric Silbert, président du comité de défense des intérêts des personnes handicapées. Bonsoir à vous. Bonsoir Monsieur Duris. Donc le 7 décembre prochain, vous organisez une manifestation à juste titre, puisque régulièrement nous avons effectivement des plaintes et des remontées des personnes handicapées quant à la gestion, ne serait-ce que de leur dossier à effectivement leur gestion du quotidien. J'aimerais effectivement qu'on fasse un petit point effectivement pour la Guadeloupe. Donc Monsieur Silbert, parlez-nous effectivement des difficultés que vous rencontrez au quotidien, ne serait-ce que pour vous, puisque vous êtes non-voyant, mais aussi pour les personnes que vous représentez au sein du comité. En effet,
Je suis le président du comité de défense des intérêts des personnes handicapées, soit le CDIPH. Et effectivement, donc, je suis également à la COMEX de la MDPH, la Maison départementale des personnes handicapées, et je suis également représentant des personnes handicapées au sein du bureau de la MDPH, c'est-à-dire la Maison départementale des personnes en situation de handicap. C'est vrai que il y a quelques mois, 18 mois, il y avait à peu près à la maison départementale un petit peu moins de 10 000 dossiers en souffrance. Et puis là, actuellement, avec l'effort que la collectivité départementale a mis en place, 18 mois après, on tournait aux alentours de 4 500 dossiers. Donc c'est sûr et certain, encore, il y a des personnes en situation de handicap qui continuent de souffrir, ça c'est sûr et certain. Il y a des personnes en situation de handicap qui sont isolées, il y a des personnes en situation de handicap qui ont besoin justement qu'on s'occupe d'elles. Et donc, ce que nous, on veut créer aujourd'hui, c'est une nouvelle dynamique. On va pas dire que tout n'est pas bon. Ça, c'est pas vrai. Mais on va pas dire non plus que tout va dans les meilleurs des mondes. Donc aujourd'hui, à travers notre association, le comité de défense des intérêts de personnes handicapées, avec M. Villemain qui m'accompagne aujourd'hui, nous voulons créer une nouvelle dynamique. Nous voulons que les personnes en situation de handicap puissent prendre conscience qu'elles sont des personnes avant tout. Même si c'est le regard en réalité. Puisque bon, on sait très bien, bon, par exemple, les difficultés, puisque vous m'avez posé la question, quelles sont les difficultés que les personnes en situation de handicap rencontrent? Par exemple, il y a le problème du transport. Toujours. Il y a le problème du transport. Il y a évidemment un dispositif qu'on appelle le TAD, le transport à la demande, mais qui malheureusement, c'est un dispositif qui correspond pas du tout aux besoins des personnes en situation de handicap. Vous comprenez bien que ce dispositif-là est fait et mis en place par des taximans. Vous comprenez bien que lorsqu'une personne en situation de handicap va appeler un professionnel de taximan, et une autre personne lambda va l'appeler pour lui dire de m'amener à Basse-Terre pour faire une course qui fait 60 €, ah ben c'est sûr qu'il va prendre la course qui fait 60 €, même si la personne en situation de handicap a déjà pris un rendez-vous avec cette personne-là avant. Et en plus, lorsque vous faites ça, c'est du social. Et le taximan, lui, il est là pour faire du chiffre, pour faire de son budget. Il n'est pas là pour faire du social. Donc aujourd'hui... Et les transports qui sont mis en œuvre par le conseil départemental, par exemple? Mais oui, mais non, c'est par les transports qui sont mis en place par la collectivité régionale. C'est la collectivité régionale, effectivement, avant ce dispositif-là, le TAD, le transport à la demande, est effectivement gouverné par le conseil départemental, mais actuellement, c'est la collectivité régionale qui a mis ça en place. Donc aujourd'hui, il y a ça, et puis notamment, nous voulons attirer l'attention du président du conseil départemental pour lui dire qu'il faut qu'impérativement que les PCH, c'est-à-dire les prestations de compensatrices, les ACTP, les allocations compensatrices, il faut absolument que ces aides-là puissent être versées entre le 26 et le 30 de chaque mois. Donc aujourd'hui, principalement, c'est ce que nous demandons. Nous voulons que toutes les institutions, toutes les administrations, c'est-à-dire, effectivement, c'est la collectivité départementale, c'est elle qui a en charge les personnes en situation de handicap, mais en réalité, qui est-ce qui paye les personnes en situation de handicap à la hache? Eh bien, c'est la caisse d'allocation familiale. Il y a aussi l'Agence nationale de santé. Il y a aussi la CGSS, la Caisse générale de sécurité sociale, qui paye la retraite des personnes en situation de handicap à l'âge de 62 ans. Ce sont
toutes ces collectivités-là, toutes ces institutions-là, qui doivent être sensibilisées, qui doivent être, puisque aujourd'hui on a l'impression, qu'est-ce qu'on a l'impression? Qu'est-ce qu'on a l'impression? Le problème aujourd'hui, on a l'impression c'est uniquement la collectivité départementale. Aujourd'hui, c'est vrai, on entend aujourd'hui... On fait porter un peu tout le poids sur la collectivité départementale alors qu'elle n'est pas le seul... Absolument. Elle n'est pas la seule à Absolument. intervenir dans le Absolument. Vous avez tout compris. Absolument. C'est-à-dire que normalement, les autres doivent prendre leur part dans cet effort-là. Les autres personnes qui sont concernées de cette affaire-là. Donc on souligne effectivement les problématiques au niveau du département, mais pas assez au niveau des autres. Pas exactement. C'est ça. C'est pas suffisamment au niveau des autres, parce qu'aujourd'hui, une personne handicapée touche 908 € mensuellement. Ça veut dire qu'on est en dessous du seuil de pauvreté qui tourne aux alentours, je crois, de 200 €. Voilà, c'est là qu'on est aujourd'hui. Et moi, je dis aujourd'hui, je suis là pas pour uniquement critiquer, mais pour faire des propositions. Et cela fait depuis des années. Moi, je suis une personne non-voyante, ce n'est pas une gloire. Je suis une personne non-voyante, mais lorsqu'on est à Paris, lorsqu'on est en France hexagonale, évidemment, ce n'est pas dans toutes les villes que c'est comme ça. Une personne aveugle prend sa canne, prend le métro, prend le train, prend le bus. Et ça veut dire que cette personne-là a une certaine autonomie. Et dès que cette même personne-là qui vit à Paris a une certaine autonomie, va travailler en métro, etc., dès que cette personne-là débarque en Guadeloupe, et quel que soit le territoire et d'outre-mer, cette personne-là a besoin d'une tierce personne pour se faire aller partout. Et cette personne-là, il faut la rémunérer. Donc l'autonomie est impossible en l'état, vu l'organisation des transports, le manque d'accessibilité effectivement aux administrations ou peu importe aux entreprises. Donc l'autonomie, c'est un rêve ici en Guadeloupe pour l'instant. Quasi en fait, si tu me permets. Je t'en prie, vas-y. Quasi. Là, on a eu une réunion la semaine dernière et c'est vrai qu'on ne pense pas forcément... c'est des personnes qui sont sourdes. D'accord ? Donc si on arrive dans une administration, ils ne sont pas formés. Le pire, et je préfère en rigoler plutôt qu'en pleurer, c'est la maison départementale des personnes en situation de handicap. Enfin, voilà, ils sont pas à même de répondre à des personnes qui sont sourdes. Il n'y a personne qui ne sait signer. C'est une aberration. Alors qu'on avait déjà vu avec l'ancienne présidente, directrice de la MDPH, on avait dit, mais écoutez madame, ce qui serait bien, c'est de mettre en place ça et ça et ça. Elle me dit, oui, il n'y a pas de souci, on va le mettre. Et là, ça a changé de directrice. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui parle le langage des signes, là-bas ? Non, personne. Personne. Non, mais autant être franc, autant quelqu'un encore qui vienne dépanner comme ça. Donc braille, non, signe, non. Non. Alors, bien sûr, tout ce qui est handicap invisible, ça, bon an, mal an. Mon ami qui est aveugle, lui, il a la chance d'avoir quelqu'un pour s'aider. Mais les personnes qui sont sourdes sont obligées de prendre un interprète. Et l'interprète, c'est pas gratuit. Quand on va au CHU, quand on va à la clinique ou quoi que ce soit, on n'a pas d'aide, il n'y a personne. C'est-à-dire que aussi, il faut dire que le conseil départemental, bientôt, ça c'est... il faut voir est-ce que ça va être mis effectivement en place. Bientôt, il y aura, je crois, c'est un mercredi par mois, il y aura une interface pour accueillir les personnes sourdes à la MDPH. Bon, évidemment, c'est insuffisant. On va se poser la question. Est-ce que on est en train de réfléchir à comment on va pouvoir accueillir des personnes. Non, c'est-à-dire que c'est en train de se faire. Okay. C'est en train de mise en place. On dit mieux vaut tard que jamais. Quand même, oui. Mieux vaut tard que jamais. La loi date de 2005 quand même. Mais oui, parce que nous, au niveau du comité de défense des personnes des intérêts de personnes handicapées, nous ne sommes pas là uniquement pour critiquer, parce que la critique est trop facile. Nous sommes force de proposition. Par exemple, nous avons une permanence qui est située dans la commune de Goyave, où nous recevons 5 fois par semaine, de 9h jusqu'à 14h, toutes les personnes qui ont un dossier MDPH. Toutes les personnes qui ont un problème de dossier à remplir, ils peuvent venir nous rencontrer à Goyave, à côté de la Poste. Voilà, donc nous, c'est ce que nous disons aujourd'hui, véritablement. Donc, effectivement, donc le 7 décembre, qui va arriver là,
Moi, j'invite toutes les personnes qui regardent Canal 10, et Dieu sait qu'il y en a, que Canal 10 c'est une télé qui est vachement écoutée en Guadeloupe, qui est vachement écoutée, d'après ce que j'ai entendu. Alors, je sais qu'on sera entendu, que toutes les spectateurs, même celles qui n'écoutent pas le journal actuellement, puissent venir nous rejoindre le 7 décembre à Jarry, à la rue Ferdinand Forest, à Jarry, pour qu'on puisse discuter, c'est pas une mobilisation, on va faire une mobilisation contre, puisque c'est un lieu, c'est là où se trouvait l'ex-MDPH, c'est la rue Ferdinand Forest, on va rien bloquer du tout, c'est tout simplement pour dire qu'on est là, qu'on est des personnes, tout le monde, c'est monde, nous c'est effectivement, nous c'est des monde qui pas qu'à vrai, nous c'est des monde qui pas qu'à attendre, nous c'est des monde qui est en fauteuil roulant, mais avant tout, nous c'est des monde. Nous d'accord avec ça. Le mot de la fin, Bernie. Alors moi, ça va être rapide. En fait, le problème vient administratif. Une personne qui, en général, arrive en retard par rapport à un dossier, souvent, c'est pas du retard, c'est de la négligence, mais pas forcément volontaire. D'accord ? Ça, c'est pour les dossiers MDPH. Une personne qui touche la hache trimestriellement est obligée de faire une déclaration trimestrielle. Donc, si vous voulez, c'est rajouter un handicap supplémentaire à des personnes qui, évidemment, sont complètement dépassées. Des fois, on n'a pas toujours accès à l'assistante sociale qui est un peu pas mal bousculée dans son emploi du temps. Là, le mot de la fin, très rapidement, Monsieur Luce, on est là pour donner le sourire. Parce que nombre de dossiers MDPH que j'arrive à démêler, moi, je rappelle que c'est MCHG 971 sur Facebook, Mouvement citoyen des handicapés de Guadeloupe. On est là pour les aider. Moi-même, je suis en situation de handicap. Je fais petit, mais j'essaye que ces dossiers arrivent jusqu'au bout, et redonner les sourires à des personnes qui, pourtant, c'est un droit. Je veux dire, on n'est pas là pour quémander de l'argent. C'est pareil par rapport à la loi de 2005. On est complètement out en Guadeloupe. Complètement out. Et c'est dommage. Que ce soit pour leur insertion. Je peux laisser mon numéro ? Bien sûr, allez-y. Donc voilà, pour toutes les personnes qui souhaiteraient, participer à notre opération du jeudi 7 à Jarry, donc ils pourront me contacter au 06 90 21 95 99, 06 90 21 95 99, et je remercie Canal 10, je remercie, j'oublie le nom du journaliste, et surtout Madame Rodriguez de nous avoir permis de nous exprimer sur l'antenne de Canal 10. Voilà. Merci beaucoup. Et c'est ouvert à tout le monde, Monsieur Luce, qu'on soit en situation de handicap ou pas, justement, ce rassemblement. Conscience, justement, qu'on vienne un peu écouter voilà. Les problématiques auxquelles vous faites face au quotidien. En tout cas, merci beaucoup, Élaric Silbert, président du comité de défense des intérêts des personnes handicapées. C'est nous qui vous remercions. Bernie Villemin d'être venu sur ce plateau, et on rappelle que la manifestation donc a lieu ce jeudi 7 décembre. Ce sera à partir de 9h30 devant l'ex-MDPH à Jarry. Merci encore, messieurs. Merci à vous. Merci à vous, monsieur. Et on enchaîne avec la présentation du premier salon régional du livre, une première sous l'égide de Maryse Condé qui se déroulera en 2 temps, un à Basse-Terre à l'Université régionale des métiers et l'autre en Grande-Terre au Mémorial Act. On fait le point avec Jean-Claude Nelson, conseiller régional en charge de la culture, et Sylvie-Anne Condé, présidente de la Casa Condé. Ça faisait longtemps que nous nourrissions l'ambition de pouvoir organiser un salon du livre. Nous savons l'importance de la lecture pour les jeunes, mais aussi pour les moins jeunes, pour le tout public. Et nous savons aussi que nous sommes responsables de l'économie et que organiser un salon du livre, c'est aussi travailler dans le cadre du développement de la filière du livre. Ma maman, qui est marraine, Maryse Condé marraine, et qui a pris vraiment beaucoup de plaisir, avec une très grande responsabilité, à accepter ce rôle d'être la marraine. Une belle lettre a été adressée à la région, donnant son engagement et sa volonté, en tout cas, de participer à cette transmission du savoir intergénérationnel, notamment à contribuer à donner ce goût de la lecture à nos enfants, parce que effectivement, Maryse Condé l'a toujours dit, la littérature fait voyager. On est chez soi, on lit un livre, on voyage, on découvre. C'est le moment de pouvoir aussi se nourrir l'esprit. C'est
pouvoir aussi faire en sorte de rencontrer des hommes et des femmes un peu partout dans son imaginaire, faire travailler l'imaginaire. Le fait de participer au Salon du Livre aussi, c'est une importante responsabilité. Avoir travaillé sur tous ces ateliers avec nos collègues comédiens, nos amis collégiens. Et donc, c'est perpétuer des modes, en tout cas des procédures, des process de travail que Marie Scondé avait aussi. Nous sommes heureux et c'est un salon que nous espérons pouvoir mettre en place chaque année, afin que nous ayons un rendez-vous avec le livre en Guadeloupe. Et c'est pour cela que nous avons voulu que ça soit en Basse-Terre et en Grande-Terre, afin que les deux territoires ne soient pas laissés pour compte. Et on part maintenant pour le marché local du domaine de Vallombreuse à Petit-Bourg, où il était question d'artisanat d'art, d'agro-transformation, par exemple avec de la poudre de clitoria. En tout cas, beaucoup de marchés ont lieu ces jours-ci. N'hésitez pas à vous y rendre pour faire plaisir à vos proches. Regardez. Alors j'organise des marchés de Noël parce que j'ai envie de mettre en avant l'artisanat local, la production locale, de réunir ce beau réseau et de faire découvrir justement aux personnes de la Guadeloupe des trésors cachés. Il y a plusieurs sections, il y a une partie alimentaire, donc vous allez trouver tout ce qui est sirop de clitoria, etc. Vous avez une partie cosmétique, vous avez une partie décoration, une partie textile. Donc voilà, il y a beaucoup de choses à découvrir. Ils sont 40. C'était vraiment très important pour moi. Je trouve que c'est vraiment une très belle initiative de pouvoir mettre justement les artisans de Guadeloupe en avant pour permettre justement, après ces années de Covid, on ne va pas se le cacher, de permettre à la population de trouver des cadeaux très originaux pour leurs proches. C'est le plus beau jardin que nous avons en Guadeloupe et ça permet aux gens de venir visiter ce magnifique jardin aujourd'hui. Nous attendons les visiteurs pour venir déjà découvrir ce magnifique jardin, mais tous les exposants que nous avons aussi aujourd'hui sur place pour découvrir les belles choses que nous faisons en Guadeloupe. Les chambres de Vallombreuse, c'est vous dire, on a retravaillé le jardin, c'est un nouveau jardin, nouveau concept, et puis surtout avec les magnifiques fleurs qu'il y a à voir à Vallombreuse. Vallombreuse, c'est une beauté à voir ou à revoir en Guadeloupe. C'est important de revenir aux valeurs, justement ça se perd, donc c'est toujours intéressant de venir vis-à-vis du client et pour pouvoir justement expliquer ce qu'on fait en fait tout simplement. Alors on est sur des avis positifs, donc c'est souvent des découvertes ou des redécouvertes et des gens qui voyaient effectivement ces plantes mais qui pensaient que justement c'était des vieilles plantes quoi, et ils ne pensent pas qu'on puisse les consommer. Donc voilà, donc c'est un bon retour en général. Un reportage d'Olivier Moradel. Et voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. Rappel d'une information importante, effectivement, pour la scolarité de vos enfants, puisque le ministre de l'Éducation nationale a présenté le plan choc du savoir. Et Gabriel a indiqué que les parents n'auraient plus le dernier mot. Quant au redoublement, ce seront les professeurs qui décideront désormais. Les collégiens qui n'obtiendront pas leur brevet ne pourront pas passer en seconde. Et il supprime également le correctif académique qui venait élever le niveau des notes pour atteindre la meilleure moyenne pour les élèves. Ça se complique pour vous. En tout cas, attachez vos reins solides. Une bonne soirée à vous. On se retrouve demain. Bisous tout le monde.